s'impressionne à Séville à travers les membres du gouvernement dans les différentes tables rondes de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Ils prennent la parole pour partager avec l'Assemblée leur vision d'une architecture de la dette souveraine orientée vers le développement et de la dynamisation de la coopération internationale au développement. Le Conseil des chargeurs de l'AES se rencontre à Bamako. Ils ont pour ambition d'harmoniser les différentes initiatives pour la facilitation de circulation des personnes et de leurs biens et pour la promotion de l'économie régionale. Suite aux attaques terroristes de ce mardi dans cette localité du pays, les hommes de médias prennent leurs plumes pour dénoncer. Quotidiens hebdomadaires et bi-hebdomadaires fustigent unanimement ces attaques qu'ils qualifient de lâches et de barbares. Nous vous ferons une revue de presse condensée avec Garibou Pérou. Le portrait du parrain du mois de juillet de l'année de la culture à découvrir dans cette édition. Il se nomme Boubacar Doumbia. Il est plasticien expert en teinture naturelle, membre du groupe Kassobane. Monsieur Doumbia est installé à Ségou où il œuvre à l'apprentissage et à la promotion des teintes traditionnelles à travers son atelier Le Ndomo. La présentation est faite par Cheikh Oumar Sangari. Bonsoir à tous, merci de nous suivre et bienvenue aux informations. Nous commençons ce journal par ce communiqué numéro 014 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition, avec un fort engouement, adresse ses vives félicitations aux forces armées de sécurité sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération des États du Sahel, AES. En effet, le 1er juillet 2025, nos vaillants militaires ont contenu avec succès des attaques terroristes simultanées contre 7 localités de notre pays avant de neutraliser plus de 80 terroristes, puis saisir divers équipements. De ces récentes attaques terroristes qui surviennent dans un contexte marqué par la neutralisation de plusieurs leaders, la destruction des sanctuaires et la création de la Confédération AES, il ressort la synchronisation des assauts à l'échelle de l'espace de la Confédération des États du Sahel, Alliance des États du Sahel. Une nouveauté dans le mode opératoire à travers une utilisation accrue des drones kamikazes. Une communication fortement et ouvertement appuyée par des médias internationaux complices du terrorisme. Le gouvernement de la transition prie pour le repos de l'âme des militaires et des civils décédés lors des attaques terroristes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. En outre, il condamne avec la plus forte rigueur ces actions terroristes sponsorisées par des États et ne visant qu'à entraver la marche de l'AES, dont les avancées dans le domaine de la défense et du développement sont remarquables. Enfin, il rassure l'opinion nationale que l'offensive des forces armées et de sécurité se poursuivra et s'intensifiera jusqu'à l'éradication totale du terrorisme. En vue d'atteindre cet objectif existentiel, il est important que la population, d'une part, soit mobilisée pour renforcer la cohésion sociale et d'autre part, qu'elle signale tout fait suspect aux forces armées et de sécurité. Que Dieu bénisse le Mali et la Confédération AES, signé le général de division Abdoulaye Maïga, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Revenons donc sur les événements de ce mardi matin. Vous avez été nombreux à exprimer toute votre solidarité à l'endroit de nos femmes suite à la puissance de feu inégalable qu'elles ont déployée lors des attaques simultanées coordonnées. Notre équipe de reportage dirigée par Amidou Diallo a recueilli vos réactions. On vous écoute. Face à des attaques simultanées et coordonnées dans certaines localités du pays, dont Nyono et Molodo, la population de Ségou, dans toutes ses composantes, exprime sans réserve leur soutien indéfectible aux femmes. Nous avons vraiment une très bonne armée maintenant à qui on peut avoir confiance. Nous soutenons nos femmes nuit et jour et nous leur faisons des bénédictions jusqu'à la victoire finale contre l'ennemi. Des attaques complexes et multiples, c'était coordonné. Maintenant, il a fallu l'intervention musclée et professionnelle des forces armées pour venir à bout, n'est-ce pas, de ces terroristes. Nous saluons vraiment cette bravoure et nous demandons à l'armée de redoubler d'efforts.
Cet exploit des FAMA face aux forces du mal incite les populations à plus d'accompagnement et surtout à plus de vigilance pour d'autres victoires. Nous demandons maintenant à l'armée de s'approcher à la population et avec l'intervention de la population, je crois que ça pourra les aider beaucoup. Nous demandons également à la population, n'est-ce pas, d'indexer, voire même montrer un individu qui n'est pas habitué dans la localité. Pour cet ancien combattant, l'air doit être à l'union sacrée autour des FAMA. Ça ne m'a pas surpris. Dans l'armée, on dit une mission et un moyen. Ils n'ont qu'à continuer à combattre les malfaiteurs au Mali. Et on les suit. Ce qu'on dit aussi au peuple, ils n'ont qu'à compris que l'armée est là pour leur défense. Même engagement ferme et fort aux côtés des FAMA, des populations de la capitale. Les Bamakois saluent leur bravoure face à l'ennemi, vous le dites au micro de Boubacar Bablitouri. Nous sommes vraiment derrière eux 100%. Et s'il faut se mettre nous-mêmes, c'est-à-dire à leur place, on est là. Ils n'ont qu'à demander seulement. On est vraiment sûr à 100% qu'ils vont remporter ça. C'est pas un combat. C'est déjà fini. L'armée, c'est nous. Ce sont nos frères d'abord, avant d'être militaires. Donc, je lance un appel à tous les Maliens de les soutenir en donnant les informations sur tous les comportements suspects. Je suis très content. Alors, je demande à tout le monde aussi de soutenir les femmes partout au Mali. Et vive l'AES, vive Mali. Que Dieu donne la victoire à nos voyants soldats et surtout à Assimi Goïta. Tout le monde doit soutenir nos femmes. Je suis très fier de nos voyants soldats par rapport à la victoire enregistrée hier, particulièrement la population des Cailles qui a montré l'exemple. Si tout le monde fait pareil, la victoire sera totale. Donc j'invite tous les Maliens à soutenir nos femmes. Arrêtons-nous un instant sur les vives réactions de la presse malienne, quotidien hebdomadaire et bi-hebdomadaire. La dénonciation est unanime. La presse a largement couvert ces attaques, qu'elle qualifie de lâches et barbares. La riposte des forces armées maliennes a été saluée par les médias qui voient en elle le signe d'un État fort qui refuse de céder au chantage de la terreur. La revue de presse, c'est avec Garibou Pérou. L'essor quotidien national ouvre sans détour sur le titre « Riposte impitoyable des FAMA ». Le journal dresse un premier bilan provisoire des opérations militaires en cours, faisant état de plus de 80 assaillants neutralisés ainsi que de la saisie d'un important arsenal de guerre et de plusieurs véhicules. L'Indépendant confirme ce chiffre, soulignant que la réaction des forces armées maliennes a coûté la vie à plus de 80 terroristes. Dans un ton plus élevé, le soir de Bamako avance un bilan avoisinant la centaine d'assaillants neutralisés. Le quotidien mentionne également la récupération de nombreuses armes lourdes et d'équipements roulants. Le Ouagadougou et Delta News précisent que les attaques ont été menées de manière coordonnée contre 7 localités. Il s'agit de Kaye, Nyoro, Nyono, Molodo, Sandare, Gogi et Diboli. Le mode opératoire laisse entrevoir une tentative délibérée de déstabilisation par les biais d'assauts simultanés. Dans un article particulièrement remarqué, Nouvel Horizon met en lumière la coopération active de la population civile, laquelle a permis l'arrestation de plusieurs terroristes. Le journal révèle en outre que le domicile du gouverneur de Caille aurait été directement visé par les assaillants. Face à la gravité de la situation, un couvre-feu de 30 jours a été décrété dans la région, comme l'indique l'indicateur du renouveau et plusieurs autres titres. Pour sa part, le Ogon retrace les différentes interventions des FAMA menées avec détermination des Caille à Nyodon en passant par Nyoro. Le journal évoque une offensive méthodique ayant permis de mettre hors d'état de nuire les groupes armés dans les zones concernées. Dans une tonalité très rassurante, les Échos rappellent que les FAMA demeurent un rempart inébranlable face à la terreur. Quant au quotidien Les Matins, il évoque une véritable bérésina pour les groupes armés. Info Matin insiste également sur la déroute totale des terroristes, soulignant la supériorité stratégique des FAMA. Enfin, dans un élan de patriotisme assumé, le pays rebaptise les soldats maliens
malien, Monébodéon, terme signifiant les invincibles. Le quotidien rend ainsi hommage aux femmes pour leur bravoure et leur engagement sans faille pour la défense de la nation. Et suite aux attaques terroristes perpétrées contre les positions des forces armées maliennes FAMA dans la région de Kay, Nioro et Ségou, plusieurs organisations de la société civile ainsi que des mouvements citoyens ont exprimé leur solidarité et leur soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Ainsi, à travers des communiqués, le collectif intégrateur des Imochag et alliés de la région de Tombouctou, le Haut Conseil islamique du Mali, l'Amicale des anciens du service national des jeunes AMA-CNJ, le Tribu Kel Ansar du Mali, l'association Mali Jonton et la plateforme des femmes leaders du Mali, le Conseil national des personnes âgées du Mali, l'association pour la protection de la promotion de la culture Bozo Kabou, l'association Dina Dogon, l'association des ressortissants de sang, l'association nationale des anciens combattants militaires retraités, veuves et victimes de guerre du Mali, le Conseil communal de la jeunesse de la commune 5, l'association des jeunes diplômés stagiaires de l'APEJ, la coordination des associations et ONG féminines du Mali, l'association Mali Tilekoura, l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, Ensemble pour le Mamala, tous saluent le courage, le professionnalisme et l'engagement des femmes dans la lutte contre le terrorisme et la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Les organisations appellent par ailleurs à tous les Maliens à faire bloc autour de nos forces armées et à redoubler de vigilance face aux menaces qui pèsent sur la paix et la stabilité du pays. Carnet d'audience du Premier ministre à Séville en marge des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Le général de division Abdoulaye Maïga a reçu la directrice du Club Sahel de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation de coopération et de développement économique. La directrice est venue réaffirmer la disponibilité de l'OCDE à soutenir les efforts de développement du Mali. Écoutons Nana Touré à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koné et de Aliou Touré. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République du Mali pour venir faire part d'une part de la grande estime que nous avons pour la République du Mali dans la coopération avec l'OCDE. Nous travaillons sur 3 différents aspects, les questions sécuritaires, de sécurité humaine, de sécurité alimentaire, des dynamiques d'urbanisation et de climat. Alors, bien sûr, le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest travaille spécifiquement pour la région, au service des pays de la région, à travers les institutions sous-régionales, mais nous voulons essentiellement nous assurer à travers ce dialogue constructif que nous voulons mener désormais, nous assurer que les productions, les données, les analyses que nous mettons à disposition des pays ont un impact et servent à la transformation à travers la prise de décision sur les politiques publiques de ces pays-là. Donc vraiment l'audience a été fructueuse et également vous faire part de notre entière disponibilité à collaborer, à coopérer avec le Mali dans la collecte et l'analyse des données au service du développement, au service des politiques publiques pour ce pays-là et dans la région. À la 4e conférence internationale sur le financement du développement, notre pays impressionne à travers les membres du gouvernement. Dans les différentes tables rondes organisées, ils prennent la parole pour partager avec l'Assemblée leur vision d'une architecture de la dette souveraine orientée vers le développement et de la dynamisation de la coopération internationale au développement. Retrouvons à Séville Mamari Koné et Aliou Touré.
À la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville, aussi tables rondes sont organisées. C'est ainsi que dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a fait une intervention à la table ronde multipartite sur le thème « Revitaliser la coopération internationale au développement ». Les différents panélistes sont convaincus qu'il faut absolument imprimer une nouvelle dynamique à la coopération internationale. Le ministre Diop a insisté sur les efforts financiers que les pays de la Confédération de l'AES déploient au quotidien dans le cadre de leur sécurisation. Nous pensons qu'il y a 3 ou 4 leçons essentielles à retenir. C'est de s'assurer que toutes les interventions extérieures soient basées sur les besoins locaux, mais aussi sur des priorités nationales. La deuxième problématique, c'est de s'assurer que l'appropriation nationale des leviers de développement, notamment la création de chaînes de valeur locales à travers la transformation de nos ressources, mais aussi la mobilisation des ressources internes qui est aujourd'hui une dimension essentielle qui nous permet de faire face à ces difficultés majeures. Naturellement, nous pensons qu'il faut sortir globalement du cycle de la dépendance que nous avons entretenu pendant de longues années pour aller vers un renforcement de l'autonomie de nos pays. Comment réaliser une architecture de la dette souveraine orientée vers le développement? Cette préoccupation était au centre de l'intervention du ministre de l'économie et des finances dans une autre table ronde multipartite. Pour le ministre Sanou, il faut renforcer et rendre flexibles les mécanismes de financement pour les pays en zone de conflit. Mali, l'encours de la dette représente 49,7% du PIB et le service de la dette vaut 33% des recettes fiscales. La part des partenaires bi- et multilatéraux diminue de plus en plus et s'établit à 51,6% des dettes. Depuis, le gouvernement a mis l'accent sur une gestion rigoureuse et transparente de la dette tout en s'inscrivant dans une vision à long terme, une vision qu'on appelait le Mali 2063. Cette vision s'appuie sur les principes de souveraineté, de bonne gouvernance et définit les réformes nécessaires au développement des ressources internes, telles que la digitalisation, la relecture de différents codes, etc. Par ailleurs, l'État a priorisé le financement des secteurs stratégiques porteurs de croissance durable, impactant positivement les populations, les investissements dans la sécurité et dans la lutte contre les effets du changement climatique. Dans le cadre des manifestations parallèles, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rencontré certains partenaires autour du thème « Financement de la paix, débloquer des investissements pour la sécurité climatique et la restauration des terres dans les contextes fragiles et touchés par les conflits ». Pour le ministre en charge de l'Environnement, il est impératif de repenser les modèles de financement pour les adapter aux réalités des pays en crise. Aujourd'hui, il est plus urgent pour les États de se réunir, d'être ensemble et afin de penser aux communautés pour renforcer leur résilience dans le cas des effets néfastes des changements climatiques et dans la lutte contre la désertification. On a parlé de financement, comment acquérir les financements au niveau multilatéral parce que c'est des financements non seulement qui sont disponibles mais leur accessibilité est complexe. Les conclusions des différentes tables rondes seront versées au document de la plénière prévue ce jeudi. Un mot du sommet des jeunes de l'AES qui s'y tient ici à Bamako. Les ministres en charge de la jeunesse et des sports de la Confédération partagent un déjeuner avec la presse, occasion de faire le point des initiatives en matière de jeunesse et de sport menées en lien avec l'AES. Entendez par là le partage des bonnes pratiques tout en favorisant l'entraide entre les 3 pays en matière d'activités sportives et de jeunesse. Abdul Kassim Ibrahim Afomba, le ministre de la Jeunesse, est au micro de Alousseïnou Touré pour plus de détails. Nous avons décidé de tenir une réunion en marge du premier sommet des adolescents et des jeunes afin de discuter aujourd'hui de ce que nous pouvons faire ensemble. D'abord, recenser toutes les initiatives qui ont été menées dans le cadre AES, mais également voir comment mettre tout cela en phase afin que nous puissions, au-delà de recenser ce que nous avons fait, de nous projeter à mener des initiatives beaucoup plus coordonnées et accentuées sur les questions de la jeunesse AIS et du sport également dans l'espace AIS. Et c'est ce qui motive ici cette rencontre entre nous, ministres et nos techniciens, afin que nous puissions avoir des documents à présenter à nos plus hautes autorités qui prendront en compte les aspirations et les orientations que les autorités ont elles-mêmes données dans le cadre de la jeunesse et du sport. Nous avons aujourd'hui les bonnes pratiques qui existent dans chacun de nos pays. Comment on peut s'inspirer de ces bonnes pratiques-là afin que nous puissions chacun être en harmonie dans
les différentes réponses que nous donnons face aux réalités de la jeunesse qui sont les mêmes. L'autre chose, c'est par rapport à nos textes. Nous avons des textes qui, des fois similaires, mais il y a des textes des fois que certains pays ont développé que d'autres n'ont pas. Comment on peut s'inspirer de cela afin d'harmoniser un peu nos textes pour que nous puissions, dans ce cadre-là, être en phase dans le cadre des éléments de réponse que nous pouvons donner dans le cadre de notre mission qui nous est assignée aujourd'hui. Bamako, centre névralgique d'une AES qui avance. Les conseils des chargeurs des pays de l'AES se rencontrent ici. Ils ont pour ambition d'harmoniser les différentes initiatives pour la facilitation de circulation des personnes et de leurs biens et pour la promotion de l'économie régionale. C'est le secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures qui a présidé ce matin l'ouverture des travaux, nous font savoir Youssouf Diakité et Aboubakar Traoré. Le chargeur moteur de l'intégration des pays de l'AES, défis et perspectives. Voilà la thématique débattue pendant les 3 jours de la rencontre par les experts de la Confédération. L'objectif, c'est pour harmoniser les différentes initiatives allant dans le sens de la croissance économique de l'espace. Nous allons créer un comité de suivi, un comité opérationnel, une plateforme qu'on mettra à la disposition de ces chargeurs-là pour qu'à chaque fois, sur tous les corridors de rapidité, dès qu'ils ont un petit problème, ils posent le problème et tout de suite, on leur amène l'assistance nécessaire pour leur faciliter leurs tâches. Cette rencontre sera l'occasion donc pour nous de pouvoir entreprendre donc une réflexion autour donc de l'approvisionnement de notre espace. Notamment de revoir donc les relations avec les pays de transit, des pays côtiers. L'objectif recherché, disent-ils, c'est de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans ces combats, les 3 pays de l'AES sont appuyés par le Tchad. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc nous sommes conscients que l'AES veut aller loin. C'est pourquoi les conseils des chargeurs ont convoqué cette réunion aujourd'hui pour pouvoir ensemble scruter les voies et moyens pour pouvoir travailler en étroite collaboration qui va soulager les problèmes des chargeurs et qui va aussi promouvoir le développement économique réel de l'espace. En 2011, après 2011, nous les chargeurs, nous avons commencé à fédérer les efforts pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans les regroupements, il y avait le Tchad et la Centrafrique. La présente rencontre des conseils des chargeurs de la Confédération AES s'inscrit pleinement dans les missions de l'Alliance des États du Sahel. Elle contribue notamment à la promotion de l'intégration des peuples par la facilitation de la libre circulation des personnes, des biens et des services, ainsi que par la garantie du droit de résidence et d'établissement dans l'espace AES. Les recommandations formulées à l'issue des 3 jours de travaux, une fois opérationnelles, donneront un ouf de soulagement à l'ensemble des opérateurs économiques, voire au peuple du Sahel. Cérémonie de prestation de serment des membres du bureau de la Cour des comptes au Niger était présent le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani et plusieurs autres personnalités civiles et militaires, Nadia Mahaman, Askou Djibrila et Yazi Rabiou pour le compte rendu. Cette cérémonie consacre la prestation de serment des membres du bureau de la Cour des comptes, plus haute juridiction en matière de contrôle des finances publiques. L'exercice est intervenu après la lecture par la greffière en chef de la Cour des comptes, Mme Fatou Mama Langana, du décret présidentiel du 15 mai 2025 portant nomination des membres de la Cour des comptes et de l'article 7 de l'ordonnance 2024-60 du 31 décembre 2024 portant mission, composition et fonctionnement de l'institution. Le ressort des dispositions des articles 11 et 13 de l'ordonnance 2024-60 qu'avant d'entrer en fonction, vous devez prêter serment pour les magistrats du siège. Le serment est ainsi libellé. Je jure devant Dieu et devant les hommes de bien et fidèlement remplir la fonction dont je suis investi. Pour le magistrat du parquet général,
Le serment est ainsi libellé. Je jure devant Dieu et devant les hommes de bien et fidèlement remplir la fonction dont je suis investi, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois et règlements en vigueur, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. À l'appel de vos noms, vous lèverez la main droite et direz à haute et intelligible voix, je le jure. Siège de la Cour, Madame Lamine Chiroma Sadé, présidente de la Cour des comptes. Je le jure. Je vous donne acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que de tout, il sera dressé procès verbal. Ainsi donc, Madame Lamine Chiroma Saadé, présidente de la Cour des comptes, Oumar Magaji Tonko, Madame Idriss Azoumi Halidou et Issoufou Bouraima, respectivement présidents des premières, deuxième et troisième chambres de la Cour des comptes, et Salifou Kane Hamidou, procureur général de la Cour des comptes, sont officiellement entrés en fonction pour l'exaltante mission de renforcer le cadre juridique et institutionnel en matière de transparence dans la gestion des ressources publiques. Le portefeuille des projets et programmes de développement de la Banque mondiale au Burkina Faso, passé en revue, ces investissements concernent 29 projets pour un montant de plus de 2000 milliards de francs CFA. La revue conjointe, un reportage de Moumouni Wanga. Avec un portefeuille de 29 projets, dont 19 nationaux et 10 régionaux, les investissements de la Banque mondiale au Burkina Faso se chiffrent à plus de 2000 milliards de francs CFA. Cette rencontre qui réunit les responsables de projets, les bénéficiaires, autorités et partenaires techniques et financiers permet d'évaluer la résilience de ces projets et programmes, leur impact sur les populations dans un contexte de défis sécuritaires. L'année fiscale qui vient de s'achever a permis une croissance significative du portefeuille, et ce en dépit du contexte national marqué par une conjonction de crises sécuritaires et humanitaires. Cette situation n'a en rien entamé votre détermination, ni celle de tous les acteurs impliqués dans l'exécution des projets, à obtenir des résultats significatifs, ayant sans nul doute un impact positif sur les populations, notamment dans les secteurs clés tels que l'éducation, l'agriculture, la santé, pour ne citer que cela. Le partenariat pays, socle sur lequel repose la fructueuse collaboration entre le Burkina Faso et la Banque mondiale, est axé sur la mise en œuvre de projets et programmes, des interventions dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures. Entre autres objectifs, l'amélioration de la qualité de vie des populations. À travers le futur cadre de partenariat pays qui est en cours de finalisation, nous fondons l'espoir que d'autres interventions viendront consolider les acquis déjà enregistrés. Cependant, des défis restent à relever et je voudrais rappeler l'importance de continuer à aligner nos efforts sur une stratégie cohérente axée sur la satisfaction des besoins de nos populations de façon durable et socialement inclusive. Tout compte fait, le portefeuille de la Banque mondiale continue de s'accroître avec 4 nouveaux projets en préparation pour la nouvelle année fiscale, notamment le financement additionnel du projet Capital Humain, celui du programme d'approvisionnement en eau et assainissement, le financement additionnel sur la protection sociale et celui sur l'agriculture. Œuvre sociale du président de la transition, renforcement énergétique. Les installations de lampadaires solaires continuent à travers le pays pour accompagner les efforts du chef de l'État. Le PMU Mali vient de remettre 1250 nouveaux lampadaires solaires. Ibrahim Kaoukonate, Abdoulaye Diara, reportage. Avec l'acquisition et l'installation de 1250 nouveaux lampadaires sur l'artère de la cité administrative jusqu'au rond-point de Sébenikoro, octroyé par le PMU Mali, vise à accompagner les efforts du président de la transition. Les mots me manquent pour exprimer au nom de la mairie du district et des populations nos sincères remerciements à son Excellence,
le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour cette importante contribution à l'embellissement, sécurisation de notre capitale, en l'éclairant avec plus de 3000 lampadaires solaires, transformant ainsi Bamako en une ville lumière. C'est une contribution qui va permettre d'améliorer le dispositif de sécurité, d'améliorer la sérénité et de faire en sorte que les populations bénéficiaires, tous les usagers qui vont passer par cette voie, puissent mener convenablement leurs activités socio-économiques. Aujourd'hui, on peut dire Alhamdulillah. Sinon, auparavant, à cause de l'obscurité, on avait même peur de rester dehors, dû à l'insécurité et trop d'accidents aussi. On avait peur de faire la monnaie parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient nous donner des faux billets. Le président de la transition l'a dit et le répète chaque fois, il appelle les Maliens, tous les Maliens à se donner la main autour du Mali. Aujourd'hui, nous félicitons le Premier Mali, nous les remercions et on répète encore et appelle d'autres entreprises à montrer qu'elles sont des entreprises citoyennes à participer au développement du Mali. Lancée depuis 2024, cette opération figure parmi les priorités du président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta. À présent, la lecture de ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que les travaux de la plénière suspendus le lundi 30 juin 2025 reprendront demain jeudi 3 juillet 2025 à partir de 9h dans la salle Djili Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous. La séance est publique. 94 radios, 14 télévisions et un distributeur ont été autorisés à exercer leurs activités respectives. La haute autorité de la communication met ainsi fin au suspense suite à la délibération de la commission de sélection. Bamako, Kai, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Kita, Djola, Nara, Bougouni, Koutiala, San, Douanza et Badjagara sont les régions qui ont bénéficié de ces organes médiatiques. Des tarifs annuels sont fixés pour chaque type de média. La cérémonie de proclamation s'est déroulée ce matin au siège de la HAC. Je vous propose de suivre les explications du président de la haute autorité de la communication, propos recueillis par Aoulusseini Touré. Depuis le 18 mars 2025, on avait lancé un appel à candidature pour l'attribution de fréquences radio et l'autorisation de télé ainsi que de distributeurs. À l'issue donc de cette date, au total, les dossiers effectivement reçus au niveau du secrétariat permanent de la HAC, c'est 138, dont 122 radios, 15 télés et un dossier de distributeur. Après avoir fait le point donc de ces différents dossiers, le comité des experts externes de la HAC s'est réuni pour procéder au dépouillement de ces dossiers. Ce comité d'experts, il est formé essentiellement d'éléments indépendants qui ne sont pas membres de la HAC, ni du collège, ni des services techniques. Ce comité d'experts indépendants a planché sur ces dossiers. À la suite de ce premier travail de dépouillement, la commission spéciale d'appel à candidature a pris la relève pour conduire ce que nous appelons ici spécifiquement les écoutes. C'est-à-dire tous les promoteurs qui ont déposé des dossiers ont été individuellement entendus par rapport à l'idée qu'ils ont de leur projet de médias. Le collège s'est réuni pour délibérer et arrêter la liste définitive des candidats sélectionnés. Le nombre de dossiers retenus est donc retombé à 109. Sur ces 109 dossiers, il y a eu 94 radios qui ont été retenues, 14 télés ont été retenues et un distributeur.
Voilà, les propos recueillis par Alucéline Touré. Première réunion du comité de suivi du 9e contrat plan État, officerie, Mopti et les producteurs agricoles. La réunion intervient dans un contexte marqué par de nombreuses difficultés limitant le niveau de production de la zone officerie, Mopti, nous dit Mamadou Fani. Troisième année de la mise en œuvre du 9e contrat plan État exploitant agricole Office du riz Mopti. Les membres du comité de suivi du contrat plan se réunissent pour faire le point de l'état d'exécution des activités. Malgré un contexte difficile, le niveau d'exécution des activités incite à l'optimisme. Quand on fait une évaluation générale, une évaluation globale, on se rend compte qu'on est à peu près à près de 75% du taux d'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Nous allons nous inspirer de l'expérience et puis des difficultés que nous avons rencontrées lors de ce contrat-plan en cours pour essayer de nous projeter avec des objectifs vraiment vérifiables, nous permettre qu'on peut atteindre sans grande difficulté. Avec une production de plus de 105 000 tonnes de céréales, dont plus de 66 000 tonnes pour le riz, en 2024, on note cependant une légère baisse de la production par rapport à 2023. Une baisse liée à l'insécurité résiduelle dans les zones de production, à la réduction du budget, à la dégradation des infrastructures, entre autres. Le 9e contrat plan État OREM producteur 2023-2025 est à sa dernière année. Et l'élaboration du 10e contrat plan 2026-2028 doit être entamée dans l'esprit de consolider les acquis et concrétiser les activités qui n'ont pas pu être menées au cours du contrat plan 2023-2025. Les membres du comité fondent beaucoup d'espoir sur le 10e contrat plan qui permettra de renforcer les acquis. Un mois après sa prise de fonction, le nouveau gouverneur de la région de Mopti rencontre les préfets et sous-préfets de la région. Plus de détails avec Suleiman Sidibé et Suleiman Tepsougué. Après les services techniques, les forces de défense et de sécurité, la société civile et la jeunesse, le général Daouda Damele rencontre les préfets et sous-préfets de la région. À l'ordre du jour, la prise de contact et le rappel des missions assignées par les autorités. L'objet de rencontrer tous les préfets et sous-préfets de la région de Mopti était de recueillir leurs préoccupations d'une façon générale et d'échanger sur les possibles solutions et enfin leur prodiguer les grandes orientations de ma mission. La situation générale de cette région est que les préoccupations se portent sur les questions logistiques, de matériel, d'infrastructure, de sécurité, les questions financières. On a aussi évoqué les questions relatives à l'électricité, l'eau, à la santé et à l'éducation. Tour à tour, les préfets et sous-préfets ont fait le point de leur circonscription administrative au nouveau chef de l'exécutif régional et se réjouissent de l'état d'esprit de la rencontre. Nous avons exposé clairement tout ce qu'on vit dans nos cercles. Déjà, c'est un espoir. Le fait même de trouver un interlocuteur, tout n'est pas qu'écrit. Ça a été une rencontre qui n'a pas été comme les autres. Ça nous a permis d'abord de nous rencontrer, de nous connaître. On a pu exposer tous les problèmes que chacun de nous a dans sa circonscription. Je ne peux que saluer l'initiative de monsieur le gouverneur de la région de Mopti. Le gouverneur et les préfets et sous-préfets se sont donné rendez-vous pour un autre cadre d'échange. En troisième région, les actions se poursuivent pour soutenir les sinistrés des inondations. Madame le gouverneur vient de procéder au lancement de l'opération de distribution de vivres et de non-vivres. Compte rendu Moussokoro Sérémé, Taïrou Konati. Cette assistance humanitaire des autorités régionales est composée pour chaque famille bénéficiaire de riz, de sucre, de sel, de mil, d'huile, de moustiquaires, de nattes et de couvertures. Un appui d'urgence destiné à 631 ménages des cercles de Luluni, Niena, Kinyan et Sikassou, durement touchés par les inondations de 2024 dans la région de Sikassou. J'ai perdu mon mari lors de ces inondations avec des enfants à ma charge. Ces gestes du président de la transition et ses partenaires nous donnent des réconforts et de l'espoir. Cet élan de solidarité s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement d'assister les populations vulnérables de la région, notamment celles affectées par les catastrophes naturelles.
Occasion idéale pour l'exécutif régional d'inviter les uns et les autres à rester mobilisés pour une meilleure anticipation des phénomènes liés au changement climatique en ce début d'hivernage. Je tiens à encourager les bénéficiaires à faire bon usage de ces dons. J'invite également les services techniques, les leaders communautaires et toutes les forces vives à s'impliquer activement dans les actions de prévention et de réduction des risques d'inondation. Cette cérémonie de distribution des vivres et de non-vivres a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à travers son projet de résilience urbaine de Bamako, PRUBA. Plan international et son partenaire AMSS vole au secours de 100 ménages d'enfants vulnérables du cercle du Diré dans la région de Tombouctou. Nadim Baba Sissé, Hassan Aïdara, correspondance. Ce sont au total 100 ménages des enfants vulnérables de localités de Moihondou, Bingatan, Gairama, Al-Walidji et Direy dans la région de Tombouctou qui reçoivent ces articles non alimentaires composés d'ustensiles de cuisine, matelas, lampes torches, entre autres à travers le projet GAC exécuté par Plan International et l'Association malienne pour la survie au Sahel sur financement du Canada. Le projet, c'est un projet financé par Global Affaires Canada Mondial, un projet qui intervient dans la région de Tombouctou, dans les 4 cercles et dans 5 communes et 20 villages de la région de Tombouctou. Ces matériels divers appuieront ces ménages vulnérables en améliorant leurs conditions de vie au sein de leurs ménages respectifs. Je me réjouis au nom des bénéficiaires et au nom de toutes les légitimités traditionnelles et coutumières du cercle de Direy pour dire merci. Merci à Plan Mali, merci à AMSS. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Et lorsqu'ils sont dans des conditions difficiles, ceux qui leur apportent des aides, ces personnes-là sont à saluer. Nous remercions ce projet GAC de tout ce qu'ils font dans notre circonscription. Nous aurions souhaité qu'ils redoublent d'efforts pour élargir ces activités à tous les cercles de Direy. Un espace ami des enfants fonctionnant avec toutes les commodités a aussi été réalisé dans le cadre du GAC pour permettre aux enfants vulnérables de s'épanouir et évacuer leur stress. Le chef des opérations du CICR au Mali a effectué une visite de terrain dans la région de Taoudéni pour s'enquérir de l'état de mise en œuvre des actions multisectorielles de l'organisation au profit des populations. Diri Abdi Mohamed boucle cette mission par une visite de courtoisie au gouverneur de région, le général Mohamed Abdrahan Ould-Meidou. La correspondance de Fousseini Samaké et Alou Koulibaly. La visite, c'est de pouvoir m'acquérir du déroulement de nos opérations et de nos programmes dans les régions de Taoudéni et de Tombouctou. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rendu visite à monsieur le gouverneur pour pouvoir discuter avec lui des réalités du contexte, de l'évolution de la situation sécuritaire et aussi du déroulement de nos programmes, voir un peu les besoins et la réponse que le CICR peut amener. Je voudrais vraiment remercier la qualité du dialogue entre les autorités de Taoudéni, à leur tête le gouverneur et notre bureau à niveau de Tombouctou. C'est un dialogue fluide, continu, compréhensif, des échanges réguliers et c'est grâce à ce dialogue que nous trouvons le courage aussi de pouvoir assister ces populations-là. Les perspectives, la continuité de notre appui aux populations de Taoudéni dans le cadre de nos programmes assistance comme le programme WhatsApp, les programmes liés à l'eau, à la sécurité alimentaire, à la santé, mais aussi nos programmes de diffusion auprès des différents porteurs d'armes et nos programmes de protection des populations affectées par le conflit. Donc le CICR va travailler en 2025 dans cette région et aussi la continuité s'inscrit en 2026. Pour nous, vraiment, le CICR il fait un très bon travail au niveau de les 2 régions et surtout la région de Taoudéni. Vous savez, la région de Taoudéni, c'est une région difficile par rapport à la réalité de cette région. Mais avec tout ça, le CICR est capable de faire sa mission partout sur les territoires maliens. Et ça, c'est des trucs très précieux à notre niveau. Chaque fois, si on pose des problèmes par rapport aux besoins des populations, ils vont réagir avec leurs moyens. Voilà, vous venez donc d'écouter respectivement le chef des opérations du CICR, Diri Abdi Mohamed, ainsi que le gouverneur de la région de
Taoudéni. Voilà. Dans une démarche inclusive et citoyenne, 20 jeunes malvoyants et non-voyants renforcent leurs capacités face aux défis du changement climatique. Organisée par l'Association de formation et d'appui au développement, cette formation s'inscrit dans une dynamique qui vise à placer les personnes vivant avec un handicap au cœur des actions de protection de l'environnement. Maïmouna Guindo, Siriki Koulibaly. Même sans voir les paysages qui se dégradent, ils en subissent les conséquences. La disparition de repères physiques, arbres, clôtures et reliefs, entre autres, complique leur orientation. C'est pourquoi 20 jeunes non-voyants et malvoyants sont à l'école de AFAD. Il s'agit de leur donner des notions en matière de protection de l'environnement. Quand on prend les impacts des changements climatiques, déjà on voit que ça impacte même les personnes qui n'ont pas de difficultés visuelles ou mais qui n'ont pas de problèmes de mobilité. Mais avec ces personnes, les impacts sont encore spécifiques parce que quand on les prend déjà, imaginez qu'il y a une situation d'inondation. Et la plupart de nos caniveaux ne sont pas couverts. Donc si les caniveaux ne sont pas couverts et que les caniveaux sont débordés d'eau, donc déjà ça les crée des problèmes. Lorsque nous sommes en période de forte chaleur, et là aussi ils sont beaucoup impactés. Les autres peuvent aller dans la nature librement et individuellement pour se ressourcer, mais eux, ils n'ont pas cette capacité. Ils sont obligés d'avoir un guide qui va les conduire dans la nature. Au-delà de la théorie, AFAD prône l'adoption de comportements éco-responsables. Nous attendons de vous donc, chers participants, une active implication dans les discussions et le partage de vos réflexions et suggestions pour des contributions solides qui pourront aider à la réalisation de notre vision commune d'un monde juste, équitable, exempt de pollution. C'est un problème de tous. Les personnes en situation de handicap ne sont pas une exception car ça dégrade le sol. Et si le sol est dégradé, ça peut nous coûter des blessures, des maladies. À l'issue de cette formation, AFAD espère que ces jeunes non-voyants et malvoyants repartiront mieux armés pour défendre leur environnement qu'ils ne voient pas, mais qu'ils savent essentiel pour leur vie et à celle des générations futures. Venons-en maintenant à la présentation du parrain du mois de juillet de l'année de la culture. Il se nomme Boubacar Doumbia, il est plasticien expert en teinture naturelle, membre du groupe Kassobane. Monsieur Doumbia est installé à Ségou où il œuvre à l'apprentissage et à la promotion des teintes traditionnelles à travers son atelier Nudoman. Le portrait de l'homme est signé Cheikh Oumar Sangaré, Abdraman Sengaré et Cheikh Tangara de ORTM Ségou. Du haut de ses 72 hivernages, Boubacar Doumbia garde constamment et en toutes circonstances son calme olympien. Il fait preuve d'une grande modestie verbale. Pourtant, c'est un membre important de l'élite des arts avec une connaissance avérée des plantes tinctoriales. Boubacar Doumbia fréquente l'école primaire de Amdalaï à Ségou et le lycée de Sévaré qu'il abandonne au profit de l'Institut national des arts INA. Nous sommes en 1974. En 1978, lors des examens de sortie, Boubacar fut séduit par le mémoire de fin d'études d'un de ses promotionnels qu'est Kandjoura Koulibaly sur le Borolan. Après la sortie, lorsque nous nous sommes retrouvés autour de cette technique traditionnelle de teinture, Kandjoura Koulibaly avec Suleiman Goro, Kélétigi Dambélé, Madame Danyogo Nene Cham, Baba Fallou Keita et moi-même, on a jugé utile de mettre au point une association. Et cette association s'appelle le groupe Borolan Kassobane. Et l'objectif visé par cette association, c'était comment vulgariser cette technique traditionnelle et comment innover cette technique traditionnelle afin d'en faire en quelque sorte un pilier pour le développement. Après l'INA, Boubacar Doumbia enseigne le dessin à l'Institut pédagogique général IPEG de Direy, à l'école normale de San, à l'école normale technique féminine et NTF de Banankoro et au lycée Cabral de Ségou. Puis, il prend la disponibilité administrative pour mieux exercer son métier d'artiste. C'est ainsi qu'il crée en 1990 le Ndomo, une entreprise à vocation sociale où sont installés de façon autonome une vingtaine de maîtres artisans aux côtés desquels on retrouve un nombre important d'apprenants. Cet atelier est un véritable conservatoire des techniques de teinture naturelle.
On a des clients non seulement au niveau de nos pays voisins, des clients au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au niveau du Japon. Boubacar Doumbia a capitalisé l'expérience de son atelier dans un livre intitulé Le Ndomo, une réponse à l'entrepreneuriat social et à l'auto-emploi des jeunes. Son expertise des couleurs naturelles a abouti à un autre ouvrage titré L'évolution des teintes naturelles, Basilan, Bogolan, Gala. L'homme a une vie associative bien animée. C'est ainsi qu'au nom de l'association Ségou Labin, il a conçu les esquisses de 2 monuments emblématiques de la ville de Ségou. Il s'agit d'abord du monument Kalabougouka, réalisé en 2003. En jetant un coup d'œil sur le monument, vous allez voir 2 personnages de part et d'autre qui ont les mains levées. C'est pour déposer en quelque sorte les poteries dans la pirogue. On s'est dit que ça ne vaut pas le coup de réaliser une pirogue en béton. Le mieux serait de prendre une pirogue authentique, les poteries authentiques, mais tout simplement les personnages ont été réalisés avec des matériaux qui sont très contemporains. En regardant la montée du toit de grenier, vous allez voir les personnages qui sont en quelque sorte colorés avec une teinte pour distinguer en quelque sorte les greniers du reste de la composante. Et ces personnages ont en quelque sorte les mains levées en haut, soulevant en quelque sorte le toit de grenier. Et entre les personnages, il y a au moins 4 symboles. Et ces 4 signes symbolisent en quelque sorte le fonio, l'arachide, le sorgho et le petit mil, qui sont des cultures sèches, couramment cultivées dans la région de Ségou. Boubacar Doumbia est citoyen d'honneur de la région de Ségou pour la création d'emplois des jeunes et l'innovation des valeurs culturelles. Citoyen d'honneur de la ville de Lisbonne au Portugal et chevalier de l'ordre des arts et de la culture du Mali. Il entend continuer à promouvoir les Bogolans comme contribution à la souveraineté du Mali. C'est un tissu emblématique du Mali. Et là, ce pays produit beaucoup de coton. Et valoriser ce coton à partir de ces techniques traditionnelles de teinture, et cela montre également la souveraineté de ce pays. Des prix, Boubacar en a à revendre, à l'image du prix meilleur décor au FESPACO au Burkina Faso et au MTN en Afrique du Sud pour le film Gimba de Cheikh Oumar Sissoko, prix UNESCO pour la créativité décerné lors du CIAO en 2010 et le prix Harubuntu décerné par le Luxembourg pour l'innovation du savoir-faire local en teinture naturelle. Voilà, c'est donc lui, Boubacar Doumbia, le parrain du mois de juillet de l'année de la culture. Grand merci à nos téléspectateurs de Loulouni, Kian et de Sikasso. Nous sommes à la fin de ce journal. Restez fidèles au groupe ORTM. Je vous retrouve avec grand plaisir demain 20h. D'ici là, bonne suite des programmes. Juste après moi, les informations météorologiques. Il fait un peu frais déjà avec la pluie de cet après-midi. Est-ce que ça va continuer? Réponse avec Séo Tamboura. Juste après moi, bonsoir et merci. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants,